Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Salut Olivier Allô? Guillet. Il y a comme une petite fébrilité. Oui, il y en a une. Qui accompagne cette dernière émission de la saison. Et toi, es-tu fébrile? Ben oui, quand même. Ça a été une saison magnifique. Les auditeurs sont tellement présents. Vous faites tellement partie de nos vies. C'est drôle parce que j'ai croisé Maria hier. Maria est une auditrice originaire du Portugal. Je l'ai rencontrée alors que j'allais déposer à la coop de solidarité Les Valoristes, tout près ici du terminus Berry-UQAM, terminus voyageur. Il y a cette coop, si vous les connaissez pas, ça vaut la peine. Vous allez porter vos canettes, vos petites bouteilles de bière, vos bouteilles de tout ce que vous voulez. Ils prennent même, grâce à un programme spécial, ils prennent même en ce moment des bouteilles de vin. Normalement, c'est consigne action. Comme on sait que ça marche pas fort, moi, je suis allée les porter aux Valoristes. Et Maria est venue me voir pour me dire merci de nous accompagner dans ma radio, dans ma maison. Je vous écoute. Saluez toute votre équipe. Alors, je le fais. Olivier, Maria nous écoute. Je salue Maria et tous les auditeurs comme ça qui nous ont adoptés et entre 1h et 3h, mais aussi tout au cours de la journée, parce que je sais que vous êtes très présents également dans l'émission de mes collègues. Alors, vous savez, cette émission, je vous l'avais dit au début, il y a 2 ans presque maintenant, elle est pour vous. C'est pour vous qu'on fait ça. Sinon, pourquoi? À quoi bon? On peut bien se raconter des histoires. Ben oui. Et des histoires, il y en a. Il y en a tellement. L'actualité est foisonnante. On va parler des tunes de l'été complètement en fin d'émission. Vous allez devoir rester avec nous et réfléchir d'ici là à c'est quoi, d'après vous, la tune de l'été 2025? 26, pardon. 26, mais écoute, je suis déjà dans la nostalgie. Ben oui. C'est pas évident. Non, c'est difficile. Je l'ai fait l'exercice aussi et j'ai eu de la difficulté. Voilà. Et comme je suis Gémeaux, c'est impossible pour moi de choisir une seule chose. J'ai donc quelques tunes. Bon. Et nous comptons sur les auditeurs pour nous suggérer votre tune de l'été 2026. On a le droit, parce qu'ici, on met pas de barrière, on est bien ouvert, on a tous les droits. On peut aller fouiller dans des vieilles bonnes tunes qu'on aime. T'as juste à les remixer, puis ça marche. Toi? Ah, c'est un indice. Oui, complètement. Oui, exactement. Mais on va d'abord parler parce que, écoute, tu sais, quand tu dis l'histoire se répète, malheureusement, on s'est parlé depuis les derniers mois du dossier santé numérique. Hein? On s'en est-tu parlé? Plutôt 3 fois qu'une. Le fameux DSN. Le fameux DSN. Et tu as vu ça sans doute comme les auditeurs. Là, ce matin, il y a des médecins qui sonnent l'alarme parce qu'ils disent, là, c'est pas drôle. On fait face à des ratés dans l'installation de ce système-là. Je vous rappelle que c'est dans 2 régions, là, 2 projets pilotes. Là, c'est rendu que il y a un impact sur les soins. Il y a des délais pour amorcer des traitements de chimiothérapie qui font en sorte qu'il y a des médecins qui envoient leurs patients à l'urgence pour qu'ils soient traités à l'urgence, qu'il y ait leur chimio à l'urgence, parce que dans les 2 régions où il y a implantation en ce moment, projet pilote du DSN, le dossier santé numérique, ça marche pas. Il y a même, semble-t-il, eu des problèmes liés à l'insuline qui ont provoqué des surdoses. Là, je lisais ce matin dans le Journal de Montréal, aucun décès n'a été rapporté pour l'instant. Aïe, c'est inquiétant. Voyons donc. Et il y a des médecins qui disent, au-delà du mauvais climat de travail, là, parce que forcément, ça crée de la tension, tout ce monde-là, les directions d'établissement, les médecins. Là, ça a l'air que même les dentistes, les pharmaciens, là, les conseils des médecins, dentistes, pharmaciens, c'est pas drôle, les meetings. Ils s'ajustent. Santé Québec continue de dire, aucun patient n'est traité hors délai. Nous avons, sachez-le, essayé de joindre Santé Québec, comme d'habitude, depuis le mois d'octobre, incapables de leur parler. C'est pas grave. Nous avons avec nous d'autres personnes qui ont décidé de prendre la parole. Le docteur Grégoire Bernèche est avec nous. Il est président de l'Association des radiologistes du Québec. Radiologiste d'ailleurs à l'hôpital Pierre-Boucher. Bonjour, docteur Bernèche. Bonjour, Mme Maréchal. On s'est parlé quelques fois. Vous étiez dans l'équipe des plutôt optimistes par rapport au DSN. Êtes-vous toujours aussi optimiste, Dr Bernèche, quand vous voyez que des médecins disent c'est dangereux ce qui se passe, c'est le chaos total, c'est inefficace. Il y en a même qui disent on est tellement scandalisés, là, on veut juste s'en aller, on veut même plus continuer de jouer là-dedans. C'est pas ce qu'on nous disait de Santé Québec là depuis le début.
on peut difficilement rester optimiste, Dr Bernèche, là. Votre position aujourd'hui? Même moi, Madame Maréchal, qui suis un éternel optimiste, puis vous avez raison de le souligner, on s'en était parlé, puis j'en parlais avec des termes, disons, à tout le moins nuancés, voire même enthousiastes, parce que je pense qu'une transformation numérique est nécessaire dans le réseau, mais il y a des grands pans de cette réforme-là qu'on est en train d'échapper dans ces 2 centres hospitaliers-là. Donc moi-même, je vous dirais qu'il y a des choses que je trouve actuellement, 1 mois après le déploiement, qui sont rendues totalement inexcusables. Comme? Je pense que ce qui est ça. Écoutez, la première des choses que je vous dirais, c'est que juste le fonctionnement est encore trop lent. Donc, c'est plus en surface, je le sais, mais le nombre de pop-up qui arrivent, puis en radiologie, on est censé fonctionner sans papier grâce à ce système-là, mais finalement, il y a un pop-up qui dit voulez-vous imprimer le rapport, puis sur quelle imprimante voulez-vous l'imprimer? Chose qu'on n'avait jamais à faire avant, ça n'a pas rapport. Il y a des secrétaires qui s'occupent d'envoyer ça électroniquement. Ben, devenez donc à Montréal, là, dans les dernières semaines, il y a un rapport radiologique qui a été imprimé dans un Canadian Tire, à quelques kilomètres de l'hôpital. J'ai aucune idée comment c'est arrivé, mais on se retrouve avec des pop-up et des bugs qui pouvaient être cute, entre guillemets, là, je le dis à la blague, les premiers jours, mais là, on est 1 mois plus tard, puis il y a encore ces problèmes-là. Attendez, là, vous venez de me dire quelque chose. Vous dites, Dr Bernèche, il y a un dossier de radiologie d'un patient, donc, que vous deviez consulter, je suppose. Donc, on vous l'a envoyé au lieu d'atterrir dans votre bureau, il s'est ramassé au Canadian Tire? Non, au bureau en gros? Au Canadian Tire. Au Canadian Tire. Je sais que c'est anecdotique, là, mais c'est juste pour vous dire des anecdotes comme ça, de toutes les heures que je passe éveillé par jour, j'en ai une à chaque heure à peu près depuis 1 mois. Au début, comme je vous dis, c'est correct qu'on s'attendait à... C'est le Canadian Tire. Permettez-moi de rester collé 2 minutes sur le Canadian Tire, j'en reviens juste pas. Pas plaisir d'en parler. J'en reviens juste pas, voyons donc. Là, c'est le Canadian Tire qui a appelé, qui vous a appelé, qui a dit, excusez-moi, Dr Bernèche, je pense que j'ai un dossier de vos patients. Oui, et c'était pas mon rapport, juste pour être clair, c'était celui d'un collègue, mais c'est une histoire qui est vérifiée là, et qui est connue par voyons. le CIS. Quel Canadian Tire? C'était dans quel coin? C'est dans votre coin, ça? Ah, je l'ignore, mais c'était dans l'île de Montréal. C'était dans l'île de Montréal. Puis, moi, c'est que là, c'est un Canadian Tire qui est bienveillant, qui a appelé, puis qui avait des informations confidentielles entre les mains, mais combien de gens ont reçu, via un faux numéro de fax ou d'imprimante, un document confidentiel, c'est un petit peu inquiétant. Regardez, je veux pas en faire une histoire complète dans le sens que vous allez parler à 100 médecins, puis vous allez avoir 100 opinions différentes sur ce qui se passe sur le dossier santé numérique actuellement. Ouais. Et il y en a probablement une minorité, mais significative, qui disent déjà ça roule mieux qu'avant. Ça aurait dû être 90% du monde qui disent ça après 1 mois. Mais là, c'est une minorité, mais ils sont pas inexistants. Cela dit, il y a une grosse proportion des radiologistes, mais aussi en particulier des gens qui font de l'hospitalisation, qui trouvent qu'il y a des problèmes qui sont, si je peux me permettre, encore plus profonds que ce que je vous dis sur la transmission des données avec le Canadian Tire. Et je vais peut-être parler en particulier de la délégation des actes médicaux et des actes d'infirmières. Quand ils ont changé la plateforme du jour au lendemain, des ordres verbaux, ça se faisait. Le médecin appelait l'infirmière, le médecin était à domicile, appelle l'infirmière, disait le patient, j'ai eu un appel, va pas bien, prescrit du Tylenol pour dire n'importe quoi. L'ordre verbal se faisait. Maintenant, l'ordre verbal n'est plus accepté par plusieurs départements d'infirmerie. À tort ou à raison, là, je pense que ça va finir par revenir. Mais il y a des gestes comme ça qui étaient simples, qui étaient intégrés et qui se sont désintégrés puis rapatriés dans la cour de certaines personnes. Même chose des infirmières qui ont pris des tâches dans leur profil EPIC qui étaient auparavant au commis. Fait que ça, je vous dirais, dans le plus structurant, c'est une des choses qui me dérange le plus. Puis au niveau de la traçabilité, qui serait le deuxième point, le premier, c'est les actes délégués qu'on a perdu beaucoup, qu'il va falloir remanier comme avant. C'est quoi un acte délégué? C'est quoi un acte délégué? Je veux dire, par exemple, de transcrire la fiche de médicaments. Là. C'était fait beaucoup par des techniciens en pharmacie qui s'assuraient que tout balançait. Ben maintenant, parce que ce n'est pas retranscrit depuis le dossier Santé Québec qu'on appelait avant dans le DSM, dans EPIC directement, on se retrouve avec des médecins qui passent probablement des heures par semaine à retranscrire des médicaments. On se retrouve avec des situations absurdes où des cardiologues doivent represcrire l'hormonothérapie d'une femme ménopausée. Ils n'ont aucune compétence là-dedans. On s'était fait promettre des techniciens en pharmacie supplémentaires pour pallier à ce problème-là. La promesse était probablement la bonne solution, sauf que ça c'est pas arrivé, on attend encore. Aïe, aïe, aïe. Olivier. Docteur Bernèche, on parlait d'infirmières. En ce moment, au 1-877-827-2346, nous avons Darlene, qui est infirmière, qui aimerait nous parler. Oui, bonjour Darlene. Oui, bonjour. Vous êtes-vous dans un des 2 projets pilotes par hasard? Non, pas du tout, mais on reçoit les déboires liés à ça, par exemple. Oh, c'est vrai, ça a des répercussions chez vous? Vous êtes où exactement? Oui. Dans quel coin? Je suis dans les Laurentides. OK. Racontez-moi. Dans le fond, hier, pas plus tard qu'hier, on a reçu justement une patiente
qui avec des documents complètement incomplets, c'est du chinois, des documents de Santé Québec. Dans le fond, un peu comme ce que le médecin disait, normalement, on reçoit ce qu'on appelle un BCM, donc un peu la Bible de la médication. On appelle le médecin, on retranscrit, c'est bien fait. Là, avec Santé Québec, ils n'ont pas prévu les patients qui sont transférés vers les centres qui n'ont pas ce système-là. Donc, les infirmières impriment ce qu'elles pensent pouvoir imprimer. Donc, l'information, elle est pas complétée. On reçoit des listes de médicaments qui sont manquants. Et cette patiente-là est arrivée avec énormément de douleur. Mais moi, j'avais pas la documentation nécessaire pour appeler le médecin pour represcrire la médication. Donc, on a une madame qui est restée en douleur pendant plus de 2 heures de temps, qui a reçu que du Tylenol, qui avait plusieurs médicaments, dont l'hydromorphe constant, beaucoup de médicaments qui demandent des surveillances. Exactement. Donc, j'appelle le médecin. Le médecin me dit, mais cette madame-là, je n'étais pas censée l'avoir avant demain matin, en parlant d'aujourd'hui matin. Elle comprend pas pourquoi le transfert a été fait. Elle n'a pas reçu le rapport du médecin. Elle n'a pas reçu l'appel non plus. Donc, c'est comme un patient qui a été transféré, qui est tombé entre 2 chaises que j'ai eu en admission hier. Exact. Donc, ça m'a pris 2h30, 3 heures, débroussailler tout ça. Puis il faut comprendre que pendant ce temps-là, j'ai d'autres patients à m'occuper. Mais oui, complètement. D'autres patients à m'occuper, 2 soins palliatifs actifs, les demandes des familles, etc. Et cette patiente-là, moi, toute seule, m'a pris plus de 3 heures juste pour débroussailler les feuilles, ce qui était bon, ce qui était pas bon. De rappeler justement l'un des hôpitaux qui est dans le projet pilote. L'infirmière me répond, je le sais pas. Nous aussi, c'est nouveau. Je sais pas quoi imprimer puis quoi envoyer. Donc, elle-même, elle n'a pas été outillée suffisamment pour pouvoir avoir les bons documents, pour avoir les bonnes documentations. Donc, il a fallu, par message texte avec le médecin de garde, trouver une façon de represcrire la médication à cette personne-là qui était en douleur depuis, je vous dis, là, depuis longtemps. Là, elle avait le dos ouvert, une grosse chirurgie. Et tout. Elle est pognée là-dessus à devoir attendre de recevoir sa médication. Là, on parle de détresse, un haut risque d'erreur également. Donc, ça aurait été bien de penser à comment est-ce qu'on fait les transferts de manière sécuritaire pour les centres, justement, qui n'ont pas encore accès au dossier numérique. Ouais. Parce que nous, on fait encore tout paperasse. Notre pharmacie est fermée. Ils reçoivent rien avant le lendemain. Donc, tout ça, ça rentre en ligne de compte. T'sais. Ils parlaient des agents administratifs. Nous, de notre côté, notre agente administrative, elle fait pas plus. On n'avait pas d'assistant non plus. Donc, on a dû se battre avec ça. J'appelle l'hôpital en question qui me renvoie des fax. Ça a été une catastrophe. Une catastrophe, vraiment. Aïe, aïe. Vraiment. Fait que là, quand vous lisez ça, chaos, danger, les médecins qui disent c'est raté là, ça met des soins à risque et des patients à risque. Là, vous, Darlene, vous êtes d'accord, puis ça vous inquiète que là, vous avez passé quasiment la moitié de votre journée sur un cas. Imaginez tous les autres qui attendent. Mais est-ce que ça pourrait amener, d'après vous, à des incidents encore plus graves, là? Parce que... Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que, en fait, si on regarde un peu le cas, mettons, si je parle de l'hydromorphe contient 18 mg, cette patiente-là, elle m'a nommé recevoir ça. Mais moi, si j'avais pas fait attention, si j'avais juste été sortie de la médication dans le besoin absolument de la soulager, je peux la tuer. Si cette médication-là, dans le fond, malgré qu'elle est marquée, parce que j'ai pas de contexte, j'ai pas quand la médication a été débutée, est-ce qu'elle a été déjà essayée sur la dame, j'aurais pu... C'est dangereux, là. Mais c'est grave, effectivement. De médicaments, là. Mais est-ce que vous pensez, est-ce qu'il y a des collègues avec vous, puis vous, Darlene, là, vous en êtes arrivé au point où vous dites, regardez, là, arrêtez ça parce que moi, je veux pas être responsable de tuer du monde, là? Non, exactement. Donc, on a eu une grosse conversation seulement autour de nous, puis on l'a adressé aussi pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais. Donc, le médecin en question, elle a été vraiment géniale. On a pris beaucoup de temps à débroussailler tout ça. Ouais. On a réussi à soulager la madame, en fait, un peu plus tôt, d'en faire avec d'autres types de médications, ne serait-ce qu'au moins en attendant. Mais ça a pris énormément de ressources. Puis ce médecin-là, ce médecin de garde, donc elle a les cas à l'urgence, sont sur l'intensif, sur les autres unités aussi qu'il faut qu'elle réponde. Mais là, elle est prise avec moi par téléphone à essayer de débroussailler tout ça. Et pauvre patiente qui se demande ce qui y arrive, là. Darlene, exactement. Merci infiniment de votre témoignage. C'est précieux d'avoir les échos réels du terrain, là. Merci beaucoup. Je me tourne à nouveau vers vous, Dr Grégoire Bernèche. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des radiologistes du Québec, que vous œuvrez à l'hôpital Pierre-Boucher. Ce que vient
de nous dire, Darlene, là, c'est loin d'être rassurant. On peut comprendre, puis vous me l'aviez déjà dit dans d'autres conversations qu'on a eues ici, c'est un peu normal qu'il y ait des bugs au début. Vous avez vous-même déjà travaillé avec le programme EPIC là, qu'on est en train de mettre en place pendant des années en Ontario. Vous aviez quand même dit que ça s'était plutôt bien passé, c'était pas compliqué. Là, là, c'est pas ça. Là, c'est vraiment compliqué. Puis ce que nous dit Darlene, c'est qu'on échappe. Puis là, il y a des patients qui sont maltraités. Puis là, il y a des médicaments qu'on sait pas comment les donner parce qu'on n'a pas l'info. Ça communique pas. Mais il y a quand même des transferts de patients. C'est le méchant bordel, là. C'est-tu normal qu'on passe par là? Ou est-ce que c'est comme une étape obligée? Ou il y a quelque chose qui se passe, qu'on a perdu le contrôle? Non. Et c'est pour ça, puis peut-être que dans les jours suivants, on pouvait pas le savoir parce que c'était normal que tout aille tout croche, puis c'était la même chose quand j'avais vécu cette transition-là en 2019 en Ontario. Vous avez raison de le rappeler. Cela étant, des problèmes qui sont aussi structurants, aussi systématiques, qui concernent des choses qui sont plus profondes que juste des lignes de code, mais des modes de fonctionnement intra-hospitaliers qui sont chamboulés à cause d'un logiciel qui est pas adapté à la réalité. Ben écoutez, ça c'est hautement problématique. Je pense que c'est malheureusement l'exception québécoise parce que c'est un logiciel qui a été implanté dans plusieurs endroits et malheureusement, j'ai pas souvenir à tout le monde en Ontario que c'était même proche de ces problèmes-là. Tu sais, on parle j'apprécie le témoignage de notre collègue infirmière là. Faut comprendre qu'elle, ce qu'elle a fait une fois, à quel point ça a été pénible. Il y a des médecins actuellement, des infirmières qui le font 10, 15 fois par jour en ce moment et que c'est ça leur journée maintenant, alors que c'était 0 minute de leur journée auparavant. Oui, mais elle, en fait, vous avez compris qu'elle est même pas dans les deux, là. Elle a les conséquences. Elle est ailleurs dans les Laurentides. Elle voit ça à Montréal, puis elle a quand même les contre-coups de ça, de cette mauvaise implantation. Exactement. Donc là, je pense que, regardez, encore une fois, je suis un gars optimiste. Il n'est pas trop tard pour que le projet ne soit pas une catastrophe ou un échec. Ok, il y a des patients qui sont vus avec EPIC, il y a même certains médecins qui vont vous dire que c'est déjà plus productif la situation. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Mon problème, c'est que les zones qui sont noires sont à ce stade-ci injustifiables. Ça devrait avoir été réglé, mais les billets qu'on envoie à Santé Québec sont répandus de plus en plus lentement parce qu'il y a de moins en moins de ressources affectées. La belle effervescence entre guillemets qu'il y avait au début du lancement, l'entraide n'est plus présente. Les gens d'EPIC qui étaient pour la plupart américains, qui étaient sur le plancher, sur place, ont quitté, sont retournés sur d'autres projets. Le support n'est plus aussi important. Et là, on a des problèmes où on est capable de constater oui, là, on est dans le service à la clientèle. T'appelles celui à qui t'as acheté la patente à gros frais. Ah, votre appel est important pour nous. Rappelez plus tard. Fait que là, c'est ça. Les gens d'EPIC qui sont repartis aux States. En attendant, là, je rappelle, 2 implantations par Santé Québec dans 2 CIUS. Celui de la Mauricie, Centre du Québec, et celui du nord de l'île de Montréal. Vous m'aviez pas dit que votre conjointe est aussi médecin, n'est-ce pas? Elle est urgentologue à Sacré-Cœur. À Sacré-Cœur, où justement, ce qui fait partie, là, qui est un des deux, là. Fait que comment elle vit ça, votre conjointe? Fait que, tu sais, je vais me permettre de la citer parce qu'on en parle beaucoup d'EPIC, là. C'est un très beau mariage. On doit parler du DSN 1 heure par jour depuis un mois, là. Ouais. Cela étant, mais elle est plutôt dans la gang qui pense que les améliorations de la productivité vont être honnêtes, assez bonnes. Elle a eu le même problème là de transcription de médicaments. Ils se sont systématisés à l'interne, mais ça lui prend encore beaucoup trop de temps. Le même problème que Madame Dorine nous parlait. Elle a encore ça, mais globalement, elle m'a dit hier, j'ai vu, on va dire n'importe quoi, mais 15 patients. D'habitude, j'en aurais vu 13 dans la même situation. C'était grâce à EPIC, selon elle, qu'elle avait eu un gain de productivité. Fait que, comme je vous dis, il y a autant d'opinions qu'il y a de médecins sur comment ça se passe avec EPIC. Mon problème, c'est que ceux qui vous disent que ça va mal, c'est plus juste parce qu'ils n'ont pas eu assez de formation. C'est plus juste parce que la courbe d'apprentissage est trop lente. C'est rendu parce qu'il y a des problèmes structurels. Et je pense que ce n'était pas pris au sérieux jusqu'à récemment. Et on espère que des interventions comme qui sortent dans les médias aujourd'hui vont pouvoir sensibiliser Santé Québec à prendre leurs responsabilités. Parce que là, actuellement, c'est plus un problème de formation, c'est un problème qui est structurel. Puis là, les médecins dénoncent aussi, des collègues à vous disent, là, il y a un décalage entre ce qu'on entend de Santé Québec, là, l'histoire qu'on donne dans les médias, comme genre ça va bien, il n'y a pas de délai, Santé Québec se défend, aucun patient, tout le monde est servi, aucun patient ne fait les frais du DSN, de l'implantation. Or, eux, ils disent, c'est pas ça la vérité, là. Et d'ailleurs, j'aimerais entendre là-dessus, on a Paul Brunet qui est avec nous, on va aller lui parler quelques minutes parce qu'il est président du Conseil pour la protection des malades. Vous me permettrez, Dr Bernèche. Bonjour, Paul Brunet.
Bonjour Isabelle. Paul, on se disait il y a plusieurs semaines, le DSN, c'est supposé, ça va améliorer les soins. Ça, c'est ce qu'on nous a dit, qu'on nous a vraiment beaucoup rentré dans la gorge. Là, aujourd'hui, Paul, quand tu regardes ça, t'en penses quoi? Avec tout ce qu'on vient d'entendre, le témoignage du Dr Bernèche, Darlene qui nous dit, hey, moi, je suis même pas, je suis dans les Laurentides, puis j'ai des contre-coups de ce qui marche pas dans les 2 projets pilotes. Dès le 4 ou le 5 mai dernier, j'ai écrit, moi, l'Ordre des infirmières, FMSQ, FMOQ, pharmaciens d'hôpitaux. J'ai écrit à mes 2 comités d'usagers d'établissement, autant à Mauricie que dans le nord de la ville. Présentement, ce que moi je sais, selon l'information obtenue de la FMSQ, c'est que les gens ont été consultés. Il y a même des médecins spécialistes qui ont été désignés comme formateurs. Il y en a qui ont participé à la conception même du projet. Alors là, je comprends mal qu'on me dise aujourd'hui que tout est tout croche. Moi, ce que j'entends de cette fédération-là, c'est que les gars et les filles ont été consultés, ils travaillent à cet objectif-là. Est-ce qu'il y a des ratés? Ça se peut. Mais au niveau de mes usagers, en tout cas, j'ai pas eu d'écho. Je sais que dans Mauricie, Centre du Québec, il y a même des usagers qui ont été formés, qui ont été informés dans une session sur le dossier DSN. Les pharmaciens et pharmaciennes d'hôpitaux, elles et eux aussi, ont été consultés. Alors, moi, ce qui m'inquiète, parce que dans une autre vie, c'est ce que je dénonçais le plus des gens spécialisés en informatique, c'est que les gens soient consultés dans la conception. Ceux qui vont driver la patente, est-ce qu'ils ont été consultés au départ? Je suis un peu rassuré. Je sais qu'à l'Ordre des infirmières, on m'a dit, on n'a pas été consultés, on a envoyé des recommandations, puis on espère qu'ils ont été tenus en compte. Est-ce que ça a été le cas? Faudra voir avec à l'usage. Alors, ce que j'ai le goût de dire, c'est que, comme m'ont dit les gens à la FMSQ, il y a des médecins qui ont des craintes, puis il y en a d'autres qui trouvent que ça va bien. Qu'est-ce qui va arriver? Moi, Isabelle, mon score final, mon indicateur de performance, c'est que dans les prochaines semaines, les prochains mois, est-ce qu'il va y avoir plus de monde, plus de patients ambulatoires qui vont se ramasser à l'urgence que maintenant? Si c'est le cas, ça veut dire que le système ne fait pas de job pour le moment et que il faut qu'il s'améliore, il faut qu'il devienne plus efficace. Parce que moi, ce qu'on m'a dit sur le DSN, c'est que c'est mieux une question d'améliorer l'accès des patients que l'efficacité du système et du fonctionnement. Là, j'entends un médecin qui est pas content puis qui dit qu'il y a des ratés. Mais moi, ce qu'on me dit, parce que c'est là que je prends mes informations, c'est qu'au niveau des fédérations, il y a des gars et des filles qui ont été impliqués. Est-ce qu'ils se sont parlé? Là, il faudrait peut-être que les gens qui ont été formés puis qui ont été formateurs forment ces gens-là pour que ça fonctionne mieux. Mais dans le Mauricie, Centre du Québec, j'entends... ils ont été formés. Tu sais, moi, je me souviens, il y a quelques semaines, on apprenait, puis même Mme Duranceau, présidente du Conseil du Trésor, disait, oui, c'est vrai, le 100 millions là, de la formation des SN, ça n'a pas été adopté selon les règles de l'art. Puis ça a été un budget qui a été rajouté parce qu'on avait comme oublié cet élément de formation. Peux-tu croire? Fait que, tu sais... Ils ont-ils été tous formés comme il se doit? Ben là, puis comment ça, c'est le système qui marche pas? Tu vois, le Dr Bernèche, il a travaillé avec EPIC. Puis il y en a d'autres qui ont travaillé avec EPIC dans le reste du Canada aussi, puis ça marchait bien. Fait que y a-tu comment vous disiez ça, Dr Bernèche? Est-ce que c'est l'exception québécoise? L'exception québécoise. T'sais. La société distincte. Moi, j'aurais le goût de répondre à ça. La gang, là, les spécialistes, entre autres, vous êtes-vous parlé? Vous êtes-vous formés? Il y a des gars et des filles qui ont été nommés pour être formateurs là-dedans. Est-ce que vous êtes formés? Vous êtes-vous parlé entre vous quand le système a été annoncé avant même qu'il ne démarre? Je ne sais pas. Moi, ce qu'on me dit... Non, mais après, t'as le day-to-day, tu comprends? T'as toute la journée, là, t'as les patients qui arrivent, là, tu sais, toute la journée, la vie d'un hôpital, c'est... Et en Mauricie, Centre du Québec, j'ai entendu dire qu'il y avait effectivement des ralentissements au niveau de l'oncologie, certains traitements. Oui, et j'ai dit à ces gens-là, il y a 3 cliniques privées en oncologie que Santé Québec aurait pu utiliser pour éviter que des patients soient retardés dans leur traitement. Est-ce qu'on l'a fait? Je ne suis pas au courant que ça a été fait, mais il y avait des moyens de passer parallèlement pour que des gens, notamment les gens qui sont épris du cancer, puissent être soignés dans un délai raisonnable. Peut-être que ça se fait, ça. Oui, mais tu sais quoi? Tu sais pourquoi t'es pas au courant? Oui, avez-vous la réponse, Dr Bernèche? Allez-y. Il y a eu beaucoup d'implications des médecins, puis je pense, M. Brunet, c'est ça que vous sous-entendez. Là. Le seul problème, c'est que
la courroie de transmission dans ce qui est le coding, le logiciel, tout ça ne s'est pas fait, puis les systèmes qu'on fait, comment on les procède au Québec ne se sont pas rendus dans le flux de travail comme ça aurait dû être, puis comme on était habitué auparavant. Que les pratiques soient chamboulées, c'est une chose, parce que c'est un mal pour un bien. Moi, je pense que c'est encore possible que ce soit une courbe en J, puis qu'on ait une baisse de productivité un peu plus longue que prévu, puis que ça réaugmente. Mais je pense que ce que vous dites, M. Brunet, c'est vrai. Mais c'est également vrai ce qui est dit par des médecins sur le terrain, qu'il y a des problèmes. Deux choses peuvent être vraies en même temps. Exact. Initialement, quand je suis allé au micro de Mme Maréchal pour parler du DSN, il y a peut-être un mois lors du lancement, je me faisais très rassurant. La raison principale, c'est exactement ce que vous dites, M. Brunet, c'est qu'on était dans une situation où des députés puis des politiciens disaient que les patients allaient mourir. Non. Les patients, ça se peut qu'il y en ait qui fassent les frais, malheureusement, en oncologie actuellement, je ne le nie pas, mais on est surtout dans un problème d'efficacité du système avec un outil onéreux qui visait à rendre le système plus efficace. C'est ce paradoxe-là que je dénonce en ce moment et qui est important. Est-ce que les malades sont traités? Oui, ils sont traités, vous avez raison, puis je veux rassurer tout le monde. Je pense qu'il y a des problèmes en oncologie, encore une fois, là, qu'il faut falloir se pencher plus oncologie égale cancer. Oncologie, cancer. C'est exact. Cancer. Ouais. Fait que je ne nie pas ce que vous dites. Oui, on a été impliqués, puis il y a des gens qui ont travaillé bénévolement des dizaines, des centaines d'heures parmi la communauté médicale pour s'assurer que ça aille bien. Et encore une fois, c'est pas tout noir ou tout blanc. Plusieurs personnes vont vous dire que ça va bien. Et je pense que pour les patients, puis ça, c'est probablement la meilleure chose là-dedans. Pour la plupart des patients, c'est pratiquement invisible, toutes ces transformations-là. Puis c'est tant mieux. Mais en arrière du rideau, il y a des difficultés. Je voulais en faire part aujourd'hui parce que j'avais un discours davantage optimiste il y a un mois lors de l'implantation. Et je dois reconnaître que ça va trop lentement par rapport aux expériences qui se font à l'extérieur du Québec. Et la justification pour l'instant, pour moi, c'est que il y a peut-être un sous-investissement d'énergie de la part de Santé Québec dans plusieurs des dossiers que les médecins mettent de l'avant pour améliorer l'efficacité. Et selon les médecins là, qui ont parlé au Journal de Montréal, une des principales préoccupations et inquiétudes des médecins, ce sont justement ces problèmes fréquents de transmission des prescriptions vers les pharmacies, souvent non reçues, incompréhensibles, souvent refusées même par le système EPIC. Parce qu'elles sont trop complexes, il y a trop d'informations dessus. Fait que donc, il y a plusieurs ordonnances, parfois urgentes, qui sont en suspens. Et c'est là où il y a un risque d'erreur important. Et les transferts, ce que nous a dit Darlene tout à l'heure, elle l'a vécu, là, pas plus tard qu'hier. Je veux dire, ça, c'est un vrai cas. Sans parler du Canadian Tire qui reçoit les dossiers des patients. Bref, visiblement, ça marche pas comme on aurait souhaité que ça marche. On va s'arrêter là-dessus. Isabelle, oui, très rapidement, Paul, 2 secondes. Rappelons-nous que la gestion des médicaments, c'est une des pires affaires qui se passent dans le réseau de la santé depuis au moins 10 ans. C'est pas d'hier qu'il y a des erreurs dans les médicaments. Je dis pas que c'est à cause des médecins ou autre. Je dis juste qu'il y a un sérieux problème de gestion des médicaments. Ça date pas de la DSN. On s'entend là-dessus. Hey, on peut-tu dire, comme c'est la dernière de cette saison, qu'on nous avait promis que Santé Québec permettrait quand même des gains d'efficacité aussi. Au-delà du DSN, Santé Québec, là, cette patente-là qui nous coûte quand même plus cher qu'avant, puisqu'avant, il n'y en avait pas. Là, on a des Top Guns pour gérer ça. On nous a dit, là, ça va tout passer par eux, là, puis ça, vous allez voir, là, ils vont tout bien gérer ça, là, ces gens plus intelligents que la moyenne. Ben, visiblement, c'est le même foutu bordel, là. J'ai l'impression que c'est même pire. On dirait, voyons, on n'est pas capable d'organiser quelque chose qui s'est fait ailleurs. Moi, j'haïs bien ça, qu'il y ait une distinctivité Québec sur ce dossier-là. Vous êtes en train de me dire qu'en rajoutant une couche de bureaucratie, en créant Santé Québec, on a rendu le système encore plus inefficace, mais quelle surprise! Quelle surprise! Ouais. Qui aurait pu croire ça? Docteur Bernèche, merci beaucoup. Docteur Grégoire Bernèche, président de l'Association des radiologistes du Québec, qui a aussi de l'humour, comme nous tous. Merci beaucoup, Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. On va s'arrêter ici, très courte pause. Et bien sûr, on revient. Je dis bien sûr parce qu'on a beaucoup parlé d'immobilier. Et cette année, fait que forcément, j'avais envie qu'on en reparle encore pour cette dernière émission de la saison parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et je suis retombée sur un livre qui m'avait vraiment, vraiment beaucoup marqué. C'est l'immobilier en 2025. Puis je me suis dit, je voulais le faire l'année dernière, puis l'année a passé tellement vite. Là, on est rendu 2026. C'est là qu'on le fait. Martin Provencher est un millionnaire de l'immobilier. Il vient d'une famille, on peut le dire, dysfonctionnelle, il est pas né avec une cuillère de riz dans la bouche. Il s'est fait lui-même. Il connaît le marché immobilier comme le fond de sa poche et il a vraiment
analysé depuis le dernier quart de siècle tout le marché. Je pense que comme investisseur et développeur immobilier, il va nous en apprendre pas mal. Et c'est fascinant parce que son livre qui a été écrit il y a quand même près d'une vingtaine d'années, plus d'une quinzaine d'années en tout cas, avec cet objectif de parler de 2025, il est encore très, très, très juste. On va jaser de ça tous ensemble après, puis vous me direz, vous, ce que vous en pensez. À tout de suite.